Martin Robin est né en 1943 à Paris. Cet architecte DPLG, diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Paris en 1969, fonde l'Architecture Studio en 1973, grâce auquel il recevra de nombreux prix et réalisera de nombreux projets partout dans le monde, parmi lesquels le Parlement européen, l'Institut du monde arabe, récompensé par le prix Aga Khan, ou la planification du site de l'Expo universelle de Shanghai 2010. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Si l'on suppose qu'il y a une histoire passionnante derrière chaque construction architecturale, alors c'est l'architecte lui-même qui en est le narrateur. Notre invité d'aujourd'hui va partager avec nous sa carrière professionnelle. Il s'agit du célèbre architecte français Martin Robin. Bonjour Monsieur Robin. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. L'architecture studio que vous avez fondée se développe rapidement ces dernières années en Chine. Donc, je suis curieuse de savoir à quel moment vous êtes-vous intéressé au marché chinois. Il y a très longtemps, puisque nous sommes venus en Chine il y a plus de 15 ans. Par hasard, je dirais par hasard, simplement par intérêt culturel. C'était un soir, je me souviens, à l'agence à Paris, on avait gagné un concours, il y avait une fête et comme ça j'ai dit, qui a envie d'aller en Chine? On n'avait pas réfléchi et il y a un architecte qui a dit ok, je vais en Chine, et donc il est venu en Chine pendant 1 an et demi et ça nous a fait venir en Chine. Nous avons commencé à travailler en Chine, puis nous avons ouvert une agence à Shanghai, puis à Beijing. Et en 2001, nous savons que dans le cadre de la planification de la superficie de l'Expo universelle de Shanghai, la ville a organisé une compétition. Donc je sais que c'est votre studio qui a gagné cette compétition-là. Donc y a-t-il des différences entre les projets de l'Expo universelle de Shanghai et les projets de l'AS en Europe? Oui, il y a des différences. Il y a déjà des différences entre l'exposition universelle et n'importe quel autre projet. Parce que l'exposition universelle a une valeur d'exemplarité. C'est-à-dire pour montrer au monde qu'est-ce qu'il faudrait faire. Les notions d'universalité, qui sont d'ailleurs suite de la Révolution française, sont très importantes. Alors que l'architecture aujourd'hui, elle est dans l'ordre de la mondialisation. Donc universalité et mondialisation, en réalité, ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc nous avons gagné ce concours, et lorsque l'on travaille sur l'Expo universelle ou lorsque nous travaillons en France ou en Russie ou dans les pays arabes ou en Afrique, c'est très différent. Parce que le contexte est très important pour nous. Certains pensent que ce n'est pas important, mais le contexte est très important. La culture, la culture cultivée. La culture cultivée est très importante pour nous. Donc on essaye de comprendre ce qui se passe dans le pays, on essaye de comprendre le site. Et par exemple pour Shanghai, il y avait Pudong, il y avait Puxi, il y avait la liaison des deux, c'était l'exposition universelle. Alors que lorsqu'on travaille en France, ce sont des sites, d'abord c'est notre culture, c'est plus facile. Donc c'est différent forcément. Chaque projet est différent. Donc, selon vous, quelles ont été les clés de vos succès? Lorsqu'on a un succès, c'est difficile de savoir. Quand même, je dirais qu'Architecture Studio est basé sur quelque chose d'exceptionnel, qui est le travail en équipe. Donc, on est une vraie équipe très égalitaire. C'est une chose qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui dans le monde où l'on est, mais on est très égalitaire. Nous sommes 12 associés maintenant. Je suis le plus ancien, parce que je suis le fondateur, mais il y a des jeunes associés qui ont 30 ans, de différents pays. Il y en a qui viennent de la Chine? Non, mais il va y en avoir. Okay. Voilà, très bientôt. Et donc, il y a des partenaires qui sont chinois. Donc, c'est le statut entre associés et entre travailleurs, architectes qui n'est pas associé. Et donc, ces 12 associés, il y a des Argentins, des Libanais, Syriens, enfin différents pays. Et cette égalité nous permet de réfléchir tous ensemble. Les projets ne sont pas individuels. On ne peut pas dire il y a un projet que moi j'ai fait. Ce sont des projets que nous faisons tous ensemble. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le nom de l'agence, ce n'est pas Martin Robin, c'est Architecture Studio. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que n'importe quelle personne qui a la capacité, qui devient associée, est tout de suite dans Architecture Studio. Et tout à l'heure, vous avez parlé du contexte des villes. Donc, pourriez-vous nous préciser un peu le contexte de la Chine?
dans le projet de l'Expo universelle? Je peux essayer d'expliquer ce que j'ai compris du contexte, parce qu'on ne comprend jamais tout. Le contexte est au sens très très large, il est politique, économique, social, morphologique, etc. Donc l'exposition universelle est quand même quelque chose de très particulier. C'est un programme exemplaire. Je pense d'ailleurs que c'est probablement la dernière exposition universelle, c'est celle de Shanghai. Mais il y en a d'autres, mais c'est la dernière qui a du sens, parce que les expositions universelles, c'était pour faire connaître au monde des choses que le monde ne connaissait pas. Aujourd'hui, le monde connaît tout. Avec Internet, les réseaux, on arrive à connaître tout ce qui se passe sur l'écologie, tout ce qui se passe sur les différents domaines, la technique, tout le monde, on peut, enfin si on veut, on peut connaître tout ce qu'on veut. Donc l'exposition universelle n'a plus du tout ce rôle qu'elle avait autrefois, c'est-à-dire de montrer des techniques que personne ne connaissait. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Par contre, le thème de Shanghai, qui était très intéressant, Better City, Better Life, qui s'est donc relié avec meilleure vie, oui. Meilleure vie, vous avez raison, pour rester français, est un thème tout à fait passionnant qui nous relie à l'écologie, à la manière de vivre, au social, aux personnes, etc. Donc là, c'est sûrement un thème intéressant qui est plus philosophique que technique. Et je crois que la prochaine Expo universelle qui aura lieu à Milan, c'est sur comment nourrir le monde. Mais aujourd'hui, là, pareil, comment nourrir le monde, c'est un thème très intéressant, mais on connaît à peu près tout ce que ça veut dire. Donc les Expos universelles aujourd'hui ont beaucoup plus le rôle de faire connaître une ville. Beaucoup plus, c'est ça le rôle principal. Ce n'est plus le rôle de développer des grandes idées, des grandes théories qui sont déjà très élaborées. Donc la culture chinoise a-t-elle été une inspiration dans votre projet? La culture chinoise est forcément une inspiration dans notre projet. Et moi, je suis tout à fait intéressé par la culture chinoise. En remontant très loin, j'avais lu, et j'ai quelques amis chinois qui m'ont fait lire Lao Tzu. Et il y a une chose d'ailleurs tout à fait passionnante dans Lao Tzu. On vient de découvrir là, des scientifiques américains et occidentaux ont découvert que le cerveau de l'homme fonctionnait mieux lorsqu'il était en attente, un peu fatigué, pas fatigué, mais un peu reposé, à moitié endormi, en ne faisant rien. Et c'est exactement ce que dit Lao Tzu, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, pour être le mieux possible, il faut se mettre en arrière le plus possible, faire le vide. Et on vient de découvrir que les cerveaux, toutes les connexions dans le cerveau fonctionnent mieux lorsqu'il y a le vide, et que par contre, lorsqu'on a une action, lorsque l'on fait quelque chose de précis, le cerveau, c'est comme les ordinateurs, se connectent sur une tranche. Et ça, c'est très proche de la culture chinoise. Donc ça me fascine tout à fait, c'est passionnant. Donc quel lien voyez-vous entre l'architecture des bâtiments et la culture ou l'histoire des villes ou du pays où ils sont érigés? Malheureusement, j'en vois pas. Et voilà, malheureusement, je dis malheureusement. Je pense que aujourd'hui, aujourd'hui, en l'an 2010, il y a plus d'un siècle que la voiture a été inventée. Et la voiture, c'est la même dans le monde entier, à part quelques petites choses, mais c'est la même voiture. Et c'est la voiture qui a fait la ville, principalement. Toutes les rues. La ville, c'est la voiture. Lorsque la voiture disparaîtra, les villes seront très différentes. Parce qu'on aura sans doute découvert d'autres moyens de transport, d'autres moyens de se promener, d'autres moyens peut-être de marche, etc. Ou plus peut-être des moyens publics. Donc il y a quand même une uniformisation de la ville par la voiture. Le standard de la voiture est occidental. Et la ville moderne de 1900, 1920, 1940 était d'origine occidentale, tous les penseurs étaient occidentaux, et je dirais malheureusement, cette pensée-là s'est développée dans le monde entier. Donc aujourd'hui, les downtowns, les tours, les grandes avenues, vous avez les mêmes à New York et à Singapour. Pudong est très proche d'autres quartiers dans tel ou tel coin du monde. C'est comme ça. Donc c'est comme ça. Il y a aussi des architectes chinois mondialement reconnus. Oui. Par exemple, Wang Shu, lauréat du prix Pritzker en 2012. Il est aussi le seul Chinois qui a remporté ce prix-là. Donc, que pensez-vous de son travail? J'aime beaucoup Wang Shu. Et d'ailleurs, en 2011, quand il n'était pas encore Pritzker, je suis membre de l'Académie d'architecture et j'avais proposé son nom. J'étais au jury pour remettre le grand prix, la médaille d'or de l'Académie d'architecture, l'Académie française d'architecture. Et je dois dire que les académiciens ne connaissaient pas Wang Shu. En 2011,
ce pas des jeunes architectes, donc ils ne connaissaient pas Wang Shu. Et on a réussi, enfin j'ai réussi quand même, à faire que Wang Shu ait cette médaille d'or, qui est une médaille extrêmement importante, qui n'a pu d'ailleurs que l'aider à obtenir le Pritzker après. Wang Shu, né en 1963 à Urumqi, Chine du Nord-Ouest, est un architecte chinois contemporain. En février 2012, il est le premier Chinois à recevoir le prix Pritzker, l'équivalent du prix Nobel en architecture. En 1997, Wang Shu et sa femme fondent leur bureau Amateur Architecture Studio. Il explore la relation entre l'évolution de l'architecture et des modes de vie en Chine. Les architectes transfèrent de façon poétique le savoir-faire traditionnel chinois dans un langage architectural contemporain. D'une part, il fait référence à l'intérêt de Wang Shu pour l'architecture chinoise vernaculaire, artisanale, bon marché, spontanée. D'autre part, le concept d'amateur architecture est une critique de la profession d'architecte en Chine qui, dans un contexte globalisé de mutations urbaines et rurales, se caractérise par une absence de réflexion. Wang Shu a tenté de propager le concept de reconstruction contemporaine de l'architecture locale chinoise dans une série de projets comptant des campus universitaires, une galerie d'art, un musée, un parc urbain et des tours de logement. Je suis très heureux qu'il ait eu le Pritzker. Je pense que c'est un architecte très intéressant qui justement, quelque part, se relie à la culture chinoise. Et c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'il essaye il travaille sur les traces du passé, qu'il remet dans la modernité. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose, un travail que l'on fait aussi. Donc je suis très proche de Wang Shu. D'ailleurs, il est venu à notre agence à Paris faire une conférence à tous les jeunes architectes. Et moi aussi, j'ai suivi une conférence de Wang Shu. Il a mis beaucoup d'accent sur la culture et la ville. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Bien sûr, je suis d'accord avec lui. Quand je disais que la ville aujourd'hui elle est dominée par la voiture, elle est dominée par l'Occident, c'est une certitude. Il ne dira pas le contraire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut chercher d'autres chemins. Et les autres chemins sont des chemins beaucoup plus petits, beaucoup plus simples, beaucoup plus proches de l'homme et de la femme, donc beaucoup plus en rapport avec ce que nous sommes. Et c'est un petit peu le travail qu'il essaye de faire, mais c'est un travail qui malheureusement aujourd'hui ne modifiera pas fondamentalement la ville. Mais par contre, il faut le faire quand même. L'une de vos œuvres représentatives, c'est le Parlement européen. Donc, je ne sais pas, est-ce que ce bâtiment reflète la culture ou l'histoire européenne? Alors ça, en effet, c'est le sujet. Nous nous sommes posé cette question puisque c'était un concours et c'est le premier bâtiment européen. Avant, il n'y avait pas de bâtiment européen. Donc, qu'est-ce que le Parlement européen, qui représente donc la politique européenne, qu'est-ce que c'est? Question. Donc on a beaucoup réfléchi et c'est vrai qu'on a pris deux éléments très symboliques de la culture européenne qui sont le mouvement classique qui est représenté par le cercle et le centre du cercle, Versailles étant un exemple que vous connaissez bien en Chine et qui est sans doute même le prototype de cette grande culture classique, et l'ellipse. L'ellipse, c'est-à-dire l'anamorphose du cercle, la projection du cercle, qui était le mouvement baroque et qui représente beaucoup plus la démocratie puisqu'il y a plusieurs centres. Le cercle avec le point, c'est le pouvoir fort. L'ellipse, c'est le pouvoir réparti, en schématisant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le bouddhisme, pour faire une liaison avec le cercle, dans le bouddhisme, le cercle, c'est sans fin, c'est-à-dire c'est la métempsychose, c'est-à-dire on vit, puis on revit, puis on vit. Donc le cercle, c'est quelque chose qui tourne indéfiniment. Alors que pour nous, le cercle, c'est l'opposé. C'est une figure finie, terminée, ça ne bouge pas. Donc vous voyez, avec les mêmes images et les mêmes concepts, on arrive à des concepts opposés, alors que ça se relie. C'est très intéressant tout ça. Et donc, nous sommes partis donc, du cercle et de l'ellipse, du mouvement classique et du mouvement baroque, et nous avons conçu l'ensemble du projet à partir de ces deux grandes notions. Et c'est pour ça que nous avons mis dans le registre du classicisme et du pouvoir central tout ce qui appartenait à l'administration, et nous avons mis dans le registre de l'ellipse tout ce qui était ouvert au peuple. Les députés faisaient partie. Donc nous avons travaillé à partir de là et je crois que le projet est tout à fait représentatif et très bien compris en tous les cas parce que le problème, on peut avoir des idées, si elles ne sont pas comprises, ça n'a pas grand intérêt. Donc cette idée-là a été très bien comprise
par ceux qui voient le et qui le connaissent. Donc c'était en effet une démarche très importante. Et dans notre culture à nous, il y a de Galilée, qui est un philosophe et chercheur, qui a défini, qui a conceptualisé le cercle au niveau philosophique. Et Kepler, juste après, a conceptualisé l'ellipse, en partant de deux philosophies, l'une ouverte et l'autre fermée. Donc, etc. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de réflexions à différents niveaux sur le classicisme et le cercle et sur le baroque et l'ellipse. Donc, en tant que créateur de cette œuvre, avez-vous des regrets vis-à-vis de ce projet? J'ai difficilement des regrets. Non, on n'a pas de regrets, parce qu'on peut avoir des regrets que je ne pense pas en avoir vraiment fondamentalement, puisque je crois que ce projet est réussi. Et en plus, sur le fond, je ne me pose plus les questions de ce qui est passé une fois que je suis dans l'action d'un autre projet. Donc, c'est difficile. Donc, à l'heure actuelle, quel est votre projet préféré et pourquoi? À l'heure actuelle, le projet préféré, c'est celui que je fais. Donc, quand on travaille, on est forcément dans le projet préféré. En ce moment, nous travaillons en Chine sur un projet tout à fait passionnant, qui est à Jinan, qui est un projet culturel. Un grand projet où il y a un théâtre, un musée, une bibliothèque. C'était le grand centre culturel de la région, qui est un projet tout à fait passionnant, très difficile, trop rapide comme souvent en Chine, donc ça va à toute vitesse. Et c'est un projet qui va être, je pense, superbe. La pénétration du marché chinois par les architectes étrangers s'est passée en 3 temps. Chacune de ces périodes révèle une tendance particulière. Dans les années 80, Bai Yuming réalise l'hôtel des collines parfumées, et par le savant mariage de l'architecture moderne et des jardins du sud de la Chine, ouvre l'architecture chinoise au reste du monde. Les gigantesques structures d'acier, de béton et de verre conçues par des étrangers au cœur des villes chinoises ont changé le point de vue des Chinois tout en améliorant leur qualité de vie. Depuis la fin des années 90, l'architecture chinoise a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Les villes ont une apparence nouvelle, une nouvelle expression. Des constructions significatives et des bâtiments géants controversés ont commencé à sortir de terre, dont les plus représentatifs sont le Grand Théâtre National réalisé par Paul Andreu et la nouvelle tour de CCTV conçue par Rem Koolhaas. Depuis quelques années, de plus en plus d'architectes étrangers viennent en Chine. Donc, selon vous, pour quelles raisons? D'abord, je pense que la Chine s'est ouverte. Comme beaucoup de pays, la Chine a été fermée quand même jusqu'au début, jusqu'à 200 ans à peu près. Et il y a quelques architectes étrangers qui viennent en Chine. Il y a sûrement beaucoup moins d'architectes étrangers en Chine que d'architectes étrangers en France. Donc tout est relatif. Dans un pays où il y a très peu d'étrangers, comme en Chine, il y a très peu de Noirs, très peu d'Arabes, il y a très peu d'étrangers en Chine. Mais il y en a peu. Et quand il arrive quelqu'un de l'extérieur, on le voit, donc on dit il y a un étranger. Et quand il y en a beaucoup, on le dit encore plus. Donc il y a les deux extrêmes, peu d'étrangers ou beaucoup d'étrangers. Mais aujourd'hui, la Chine est plutôt dans peu d'étrangers que beaucoup d'étrangers. Donc quand il y en aura un petit peu plus, je pense que ça sera beaucoup plus banalisé et qu'on en parlera moins. Et puis je pense quand même que la Chine est aujourd'hui sous les feux de la rampe, comme on dit. Tout le monde parle de la Chine, c'est un pays intéressant, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça attire beaucoup de créateurs, que ce soit en architecture, que ce soit en art contemporain, et sans doute dans d'autres métiers. Mais pour l'architecture, c'est bien. Donc vous vous souvenez de votre premier voyage en Chine? Mon premier voyage en Chine. Oui, je me souviens de mon premier voyage en Chine, absolument. C'était à Beijing. Quelle a été votre impression? C'était compliqué. C'était compliqué, mais c'est formidable. Non, mais j'ai été tout à fait ébloui par la Chine. Quand on arrive, la première fois, on est ébloui. Après, on commence à mieux comprendre. Mais c'est assez éblouissant. C'est un pays grand qui a une culture formidable. Il y a beaucoup de choses à voir. En plus, les Chinois sont des gens très agréables. Enfin, on a en plus, on a un rapport avec la gastronomie. Il y a beaucoup de rapports avec la France, quand même. De nombreuses constructions réalisées par des architectes étrangers suscitent autant d'appréciation que de critiques. Donc, comment voyez-vous ce genre de réaction ou de ces critiques? Ça me paraît normal. Et je pense aussi qu'il y a des critiques, mais ça se voit moins, mais qu'il y a aussi autant de critiques sur certains projets réalisés par des architectes chinois. On en parle moins. Mais c'est vrai qu'il y a des projets qu'on peut critiquer.
qu'on peut considérer comme critiquable. Je veux parler du bâtiment, du nouveau bâtiment de CCTV. C'est l'œuvre de Rem Koolhaas. Donc, comment voyez-vous ce bâtiment? Je pense, puisque notre agence était juste à côté, donc je l'ai vu pousser, on l'a vu grandir. Je pense que c'est un projet intéressant déjà. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas du tout, mais je pense que c'est un projet très intéressant. Et d'ailleurs, Koolhaas a dit fuck the context, c'est-à-dire le contexte, je l'emmerde pour être vulgaire. Et c'est vrai, ce projet-là, il est hors contexte, il est hors Beijing. Mais c'est voulu, il a fait exprès. Il a fait un projet qui est un espèce de brand, c'est-à-dire c'est un symbole fort, puissant, qui montre la puissance de la télévision. Et c'est un petit peu pour ça que je pense qu'il a été appelé, c'est pour faire quelque chose d'exceptionnel qui montre la puissance des médias. Donc, d'après vous, quel a été l'apport des architectes occidentaux à l'architecture chinoise? Mais c'est ce que je pense, pas grand-chose. Je pense pas grand-chose, mais parce que le monde aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, donc on peut parler culture, c'est-à-dire on discute, on parle avec les architectes chinois, on mêle nos idées, on mêle nos avis, mais les projets qui sont faits par des architectes étrangers, techniquement quelquefois, surtout il y a 5 ou 10 ans, étaient sans doute un peu plus élaborés, sûrement même. Maintenant, la Chine va tellement vite qu'elle récupère toute la technologie du monde sans difficulté. Donc le sujet se situe vraiment au niveau culturel, de la culture que j'appelle cultivée. Et c'est vrai que là, le rapport au contexte, les éléments philosophiques, tout ce qui nous nourrit est un petit peu différent. Et à ce moment-là, quand on arrive dans la finesse des choses, on voit qu'il y a des apports mutuels. Moi, j'apprends beaucoup de choses de la Chine, par contre, ça c'est sûr. Et donc, c'est réciproque. L'ouverture est très importante, réciproquement. Donc, quel conseil avez-vous à donner à la Chine pour le développement de son architecture? Pour le développement de l'architecture, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses structurelles. Ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire c'est des éléments politiques, structurels du statut de l'architecte en Chine. C'est un petit peu compliqué entre les instituts, les jeunes architectes, etc. Et il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de possibilités pour les jeunes architectes d'être plus indépendants. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, nous avons lancé un concours pour les jeunes architectes il y a 2 ans, qui a été retenu et exposé à la Biennale de Venise pour les jeunes architectes chinois, justement parce qu'ils ne sont pas assez connus internationalement. Wang Shu, il est plus jeune, il ne fait pas partie des jeunes architectes. Donc je parle des jeunes qui ont 30 ans. Et donc nous avons choisi un certain nombre d'architectes. Il y a eu 3 lauréats, il y a eu 12 primés, et ensuite ils ont tous été publiés dans un catalogue. Et je pense que ça les a beaucoup aidés, d'abord à être reconnus plus fortement en Chine qu'ils ne l'étaient, parce qu'on est toujours reconnu par l'étranger. On passe par l'étranger pour revenir, c'est toujours comme ça. Et ça, j'espère qu'ils vont pouvoir travailler en dehors de la Chine, parce qu'il y a peu d'architectes chinois qui travaillent en dehors de la Chine. Donc, en termes de planification urbaine, selon vous, quelles sont les failles des grandes villes chinoises? Les failles, c'est pas tellement propre aux grandes villes chinoises, c'est propre aux grandes villes. Alors, comme les villes chinoises sont un peu plus grandes, c'est encore plus important peut-être en Chine qu'ailleurs. Je pense qu'il faut absolument développer l'écologie aujourd'hui, qui n'est pas suffisamment prise en compte. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, dans différents pays, la Chine aussi évidemment, on en parle beaucoup, mais il ne se fait pas grand-chose quand même. Il n'y a pas cette espèce de volonté politique forte en disant on fait une ville écologique où on ne dépense plus d'énergie dans les bâtiments, où même les bâtiments produisent de l'énergie. On n'en est pas encore là, et c'est sûr que ça coûterait beaucoup plus cher, mais c'est une décision politique qu'un jour ou l'autre, il faudra prendre. Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans, c'est plutôt possible. Il faut absolument se préoccuper de la pollution, de l'eau, des arbres, et donc de nous, de vous, des gens. Et alors, il y a 2 choses. Le côté technique de la pollution, mais il y a aussi le côté spatial. C'est-à-dire, quand on marche dans une rue, il faut qu'on soit bien. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pris en compte, parce que la ville, en Chine, mais ailleurs aussi, elle est faite pour travailler. Elle est faite pour gagner de l'argent. Elle est faite comme outil économique d'un pays. La ville a été inventée pour ça, sauf au début c'était pour protéger des guerres et des bandits. Mais la ville, elle est faite pour ça. Or aujourd'hui, c'est plus le problème, parce qu'on vit beaucoup plus vieux,
on travaille moins, on commence à travailler à 25 ans, à 55 ans, 60 ans, on ne travaille plus, on vit jusqu'à 80, 90 ans, on travaille 8 heures par jour, donc déjà, etc. Donc ça fait qu'on travaille même pas un sixième de son temps dans sa vie. Donc un sixième de son temps, et qu'est-ce qu'on fait des 5 sixièmes qui restent? Donc les 5 sixièmes qui restent, il faut avoir le plaisir de marcher dans la ville, de rencontrer les amis dans la ville, de pouvoir aller dans des lieux culturels, ou dans des jardins, ou près de l'eau, enfin faire des tas de choses. Et donc la ville, à mon avis, il faut la réinjecter dans l'humanité, c'est-à-dire dans l'homme. Et, alors, écologie et homme, mais l'homme faisant partie de l'écologie pour moi. Donc vous pensez que ce sera les villes du futur? Je pense que ça va venir forcément. Forcément, c'est obligatoire, parce que, c'est pas pour dire, mais le peuple, c'est-à-dire la population, elle va faire cette demande extrêmement forte un jour. On n'est pas des fourmis, quoi. On ne va pas dans une grande termitière, on est tous dans des petits trous. Non, il faut absolument qu'on puisse choisir ce qu'on veut faire. Donc comment les exigences chinoises vis-à-vis des villes ont-elles évolué entre le moment où vous êtes arrivé en Chine et maintenant? Fortement, très fortement, parce que d'abord il y a tous les outils, comme on pourrait dire, les outils techniques qui ont été intégrés dans la ville, que ce soit les transports en commun, les métros, les tramways, donc ça change considérablement le fonctionnement d'une ville. La voiture est arrivée, quand on est ici à 15-20 ans, il y avait beaucoup moins de voitures. Les TGV qui permettent d'aller très facilement d'une ville à une autre, les Chinois bougent beaucoup. Donc ça a considérablement changé un pays, donc la ville, puisque maintenant il y a plus de personnes qui vivent en ville en Chine que de paysans, alors que c'était très différent il y a 20 ans. Le changement, il doit être ce que j'ai dit tout à l'heure, l'écologie, l'attention à la pollution, attention à l'eau, etc. Donc comment pensez-vous que l'architecture va évoluer? Elle va évoluer dans ce sens-là, à mon avis. Elle va évoluer en essayant de prendre en compte toutes les demandes de l'écologie et de l'homme, particulièrement. Quand on prend en compte les demandes de l'homme, du plaisir de l'homme, du bien-être. Nous, Français, je pense qu'on a une particularité, vous me demandiez tout à l'heure quelle est une particularité, je crois que c'est chercher le bien-être, d'être bien. Et d'être bien donc dans la ville, être bien chez soi, être bien. Et je pense que la recherche de la ville, ça va être le bien-être. Donc, comment trouver le meilleur moyen pour être bien. Est-ce que ce sont des directions que vous comptez essayer avec l'architecture studio? Bien sûr. Et d'ailleurs, on commence aujourd'hui déjà à construire des bâtiments qui ne dépensent plus du tout d'énergie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, qui ne produisent plus du tout de CO2. On récupère le CO2 par des plantes, etc. Enfin, il y a plein de systèmes. Et donc, on essaye, je ne dirais pas désespérément, en tous les cas avec force, de rentrer dans cette logique. Et ça me paraît indispensable. Mais c'est un élément politique. En France aussi, c'est pareil. En France, le gouvernement dit on va y aller, on s'occupe de l'écologie. Mais alors, il s'en occupe un peu, mais pas totalement, parce que c'est un pas économique très lourd, c'est très compliqué. Tout le monde est d'accord sur les idées, tout le monde, je crois vraiment dans le monde entier. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire ça. Mais quand est-ce qu'on le fera? Oui, il y a toujours des difficultés à surmonter. Oui. Donc, quelle est votre ambition en Chine? L'ambition en Chine, écoutez, c'est justement de faire quelques beaux projets, mais ça, les projets d'architecture, c'est, vous parliez de Rem Koolhaas, mais ce sont des projets. Mais par contre, il y a plusieurs projets qui nous intéressent, donc c'est de créer des morceaux de ville où justement on essaye de développer ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire, par exemple, au centre de Taïwan, il y a eu un concours qu'on a gagné, alors qu'on a fait très différent de ce qui était demandé. On a fait une ville basse, on a enterré les voitures, on a créé des jardins, parce que Taïwan, ça sent le charbon. Donc il y a du charbon partout, et donc on s'est dit, il faut faire quelque chose qui ne sent plus le charbon. Donc on a essayé de faire quelque chose le plus doux possible, le plus agréable possible, où les rues ont des largeurs normales, où les gens peuvent aller d'une maison à l'autre sans être écrasés. On peut traverser les rues très facilement, parce qu'elles sont piétonnes, et parce que c'est très difficile en Chine de traverser certaines rues. Je vois les grandes rues, parce qu'il y a des rues qui font 200 mètres de large, avec 5 voies d'un côté, 5 voies de l'autre, etc. C'est très difficile. Or, je trouve essentiel que l'homme puisse traverser une rue sans difficulté. Donc, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Robin. Je vous en prie, merci à vous.